Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, un événement d'une portée historique s'invite sur le plateau de questions d'actu. Il s'agit de l'engagement britannique sur la position marocaine pour résoudre définitivement le différend au Sahara. Pour éclairer ce tournant, dans une interview exclusive, l'ambassadeur du Royaume-Uni à Rabat va nous révéler les dessous de l'accord de partenariat global signé au début de ce mois de juin à l'occasion de la visite au Maroc de Sir David Lammy, secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Cette visite a non seulement réaffirmé la volonté commune d'approfondir la coopération dans plusieurs domaines, mais elle a aussi été l'occasion de signer une série d'accords et de mémorandums d'entente avec l'engagement de pas moins de 5 milliards de livres sterling, soit 62 milliards de dirhams, de la UK Export Finance, l'agence de crédit à l'exportation du gouvernement du Royaume-Uni, pour justement soutenir des projets au Maroc, y compris au Sahara. Cet épisode est donc une occasion unique de décrypter une collaboration bilatérale exceptionnelle qui remonte à l'an 1213. Ambassadeur Simon Martin, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ces enjeux cruciaux. C'est un très grand plaisir d'être ici parmi vous ce soir. Et vers la fin de ma mission ici, c'est un coup de grâce pour moi d'être chez vous ce soir. Merci. Et ce n'est pas la première fois et c'est toujours un plaisir pour moi et pour Média TV de vous accueillir, ambassadeur Martin. Le 1er juin, pour la première fois, le Royaume-Uni a officiellement reconnu le plan d'autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara comme étant la solution la plus viable et pragmatique en vue d'une résolution pacifique. Quelles sont les principales motivations ayant conduit le Royaume-Uni à adopter une telle position, monsieur l'ambassadeur ? Pour débuter, lors de sa visite, le ministre britannique des Affaires étrangères a clairement exprimé que le Royaume-Uni reconnaît pleinement l'importance cruciale de cette question pour le Maroc. Nous comprenons et partageons l'urgence d'une résolution définitive et durable. À ce titre, le Royaume-Uni, en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, et plus encore en tant qu'ami de tous les pays du Maghreb, a souligné que le changement de position évoqué vise à mobiliser le soutien international afin d'aboutir à une solution mutuellement agréée. Cet engagement est d'une importance capitale. Le communiqué conjoint diffusé à l'issue du dialogue stratégique reflète cette conviction commune entre le Royaume-Uni et le Maroc, mettant en avant la nécessité urgente de soutenir l'envoyé personnel des Nations Unies dans sa quête d'une solution acceptée par toutes les parties. Il souligne également que bien que le Royaume-Uni soit relativement éloigné de certains pays de la région, il reste prêt, disposé et fermement engagé à apporter un soutien total et actif, non seulement à l'envoyé personnel, mais aussi aux parties prenantes, dans le but d'atteindre cette solution. Nous considérons que ce moment revêt une importance capitale. Monsieur l'ambassadeur, pourriez-vous nous exposer les prochaines mesures et initiatives concrètes, tant au niveau national qu'international, bilatéral et multilatéral, que le Royaume-Uni envisage de mettre en œuvre afin de passer à l'action, comme le souligne le communiqué conjoint? Oui, ces questions sont naturellement sensibles. Ce qui est essentiel à mon sens réside dans l'engagement des deux pays à collaborer non seulement entre eux, mais également avec d'autres parties, afin de concrétiser cet objectif. Il ne s'agit pas d'un processus qui se déroulera sous les yeux de tous. Cependant, ce que nous avons exprimé, et cela constitue un nouvel élément, c'est que nous sommes résolument déterminés à jouer un rôle, si cela peut être bénéfique pour favoriser l'aboutissement de cette solution mutuellement acceptée. En tant que troisième membre du Conseil de sécurité à se rallier à la position du Maroc en vue de résoudre de manière définitive la question du Sahara, monsieur l'ambassadeur, la position du Royaume-Uni concernant l'autonomie du Maroc est parfaitement claire. Le plan d'autonomie, bien entendu, est désormais bien défini. Comment envisagez-vous que cette reconnaissance puisse résonner auprès des autres États membres du Commonwealth ? Il est aimable de considérer le Royaume-Uni comme un acteur influent auprès de nos amis du Commonwealth. Mais il convient de noter que le Commonwealth ne fonctionne pas réellement de cette manière. Je ne souhaiterais donc pas sous-entendre que le Royaume-Uni aura une influence déterminante sur la position des autres pays.
Cependant, comme je l'ai mentionné, nous assistons à une évolution du sentiment international et de nombreux pays du Commonwealth perçoivent déjà ce mouvement. Je suis convaincu qu'ils soutiendront cette solution globale nécessaire. Il est essentiel de souligner ce que les deux pays ont affirmé ici. Ce n'est pas la Grande-Bretagne qui le dit, mais bien le Maroc. Il s'agit de deux nations partageant une vision commune, et c'est précisément ce qui nourrit notre espoir de pouvoir faire avancer la situation. En quoi la reconnaissance du Royaume-Uni contribue-t-elle à renforcer l'État régional en Afrique du Nord et dans la région du Sahel, en particulier en cette période marquée par l'incertitude? Je pense que le point de départ réside dans le fait qu'une solution mutuellement acceptée à ce différend de longue date constitue indéniablement un facteur clé, non seulement pour instaurer la paix, mais également pour promouvoir la prospérité. Et comme nous le savons tous, la prospérité est également un vecteur de paix. Dans cette partie du monde, une région actuellement marquée par de nombreuses tensions et difficultés, cette solution serait d'un immense bénéfice non seulement pour le peuple marocain, mais également pour la région dans son ensemble. Bien que cela soit largement compris, nous croyons qu'une véritable opportunité se présente aujourd'hui pour faire progresser les choses. Je n'insisterai pas sur les multiples avantages qui découlent de cette évolution, car ceux-ci sont évidents tant pour les populations et les économies de la région que pour la sécurité internationale. En abordant la question des intérêts au-delà de la simple diplomatie, Monsieur l'ambassadeur Martin, quel intérêt stratégique spécifique le Royaume-Uni perçoit-il dans cet appui? Comme je l'ai souligné, nous avons adopté cette position en tant que membre du Conseil de sécurité avec le souhait de voir un différend de longue date enfin inscrit à l'ordre du jour de cette institution. L'espoir stratégique réside dans la possibilité de retirer ce conflit de l'agenda du Conseil de sécurité tout en le résolvant à un moment où d'autres enjeux mondiaux, tout aussi pressants, nécessitent également une attention concertée. Il est également essentiel de poursuivre les efforts en vue de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine économique, où de nombreux accords ont été signés. Quels sont, selon vous, les principaux enseignements de cette coopération renforcée entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni? Écoutez, une chose qui m'a paru particulièrement évidente et qui était également claire pour mon gouvernement lorsque j'étais envoyé ici pour la première fois en 2020 est l'ampleur des opportunités extraordinaires qui existent entre nos deux grands royaumes. Notre partenariat est d'une richesse historique remarquable. Les relations diplomatiques entre nos chefs d'État ainsi qu'entre nos familles royales remontent à plus de 800 ans et nous partageons une histoire profonde et solide. Cependant, au cours de ces 100 dernières années, nous avons quelque peu négligé cette relation de partenariat après avoir été des partenaires commerciaux majeurs au début du XXe siècle. Les choses ont évolué, mais elles connaissent aujourd'hui un rebond presque inimaginable. Ainsi, au cours des 4 dernières années, nos échanges commerciaux ont doublé, ce qui est dans l'intérêt de nos deux nations. Les exportations dans les deux sens ont considérablement augmenté et nous avons également observé une hausse des investissements. Toutefois, nous pensons sincèrement que cela ne représente que le début. Nos deux économies sont très complémentaires. En général, dans les partenariats économiques, il existe à la fois complémentarité et concurrence. Dans le cas du Royaume-Uni et du Maroc, il s'agit principalement de complémentarité, apportant ainsi une valeur ajoutée à l'autre partie. C'est là que les principes économiques se révèlent vraiment efficaces.
Je m'excuse pour cette digression étant économiste, mais lorsqu'on observe l'avantage comparatif et les bénéfices mutuels, il devient évident que cela fonctionne dans l'intérêt de chacun. Trade is also one aspect of Le commerce constitue également un secteur dans lequel le récent accord favorise davantage la croissance. En 2024, les échanges entre le Royaume-Uni et le Maroc devraient atteindre 4,2 milliards de livres sterling. Comment ces accords pourraient-ils contribuer à augmenter ce chiffre déjà très significatif ? Grâce à l'exploitation active de l'accord d'association entre le Royaume-Uni et le Maroc, nous avons observé un développement significatif du commerce dans divers secteurs, notamment à travers des ajustements sur les tarifs douaniers, les quotas et l'approvisionnement. Le Maroc est ainsi devenu l'un des principaux fournisseurs de produits alimentaires frais pour le Royaume-Uni. À titre d'exemple, ma mère, passionnée par le Maroc, visite régulièrement ce pays, même à l'âge de 89 ans. Chaque fois qu'elle se rend dans son supermarché préféré, elle trouve des tomates marocaines, des mûres, des framboises, des concombres et des myrtilles. Elle m'envoie presque quotidiennement des messages et des photos pour me faire part de cette découverte. C'est un signe tangible de l'importance de cette relation commerciale. D'un autre côté, peu de visiteurs peuvent ignorer la présence de nombreux véhicules britanniques de luxe circulant au Maroc. Cela reflète la complémentarité de nos échanges. Par exemple, je ne saurais vous dire combien de véhicules fabriqués au Maroc circulent au Royaume-Uni. Il ne s'agit pas d'une concurrence, bien au contraire, nous l'encourageons. Nous cherchons continuellement des moyens, dans le cadre de nos relations stratégiques, commerciales, d'éliminer les obstacles afin de renforcer encore davantage ce commerce. Parallèlement, lors de la visite du ministre des Affaires étrangères, un accord gouvernemental a été signé avec le ministre Fawzi Larkja pour garantir une collaboration entre le Royaume-Uni et le Maroc jusqu'à la Coupe du Monde de la FIFA en 2030. Cette collaboration couvrira des domaines variés, et notamment le développement des infrastructures, la préparation, la planification, la gestion, ainsi que l'organisation d'événements sportifs d'envergure. Nous sommes particulièrement fiers de l'histoire de la coopération du Royaume-Uni avec d'autres pays pour organiser de tels événements, mais nous mettons également l'accent sur l'héritage. Beaucoup considèrent la Coupe du Monde comme un événement limité à 2030, mais ce qui compte véritablement, c'est l'héritage qui en découle. À titre d'exemple, après l'organisation des Jeux Olympiques de 2012 à Londres, l'héritage est toujours en croissance dans la région. L'ancien parc olympique abritera aujourd'hui 2 universités innovantes et le quartier est devenu un centre dynamique de la ville, accueillant des concerts et offrant des installations de loisirs de premier plan. J'en suis d'ailleurs un témoin direct, ayant acheté une maison près du stade olympique en raison du développement qui s'est opéré autour de celui-ci. Je ne prétends pas que le Royaume-Uni soit le seul à posséder ces compétences, mais il est extrêmement gratifiant de pouvoir les partager. C'est dans cet esprit de partenariat que nous espérons apporter une véritable valeur ajoutée au Maroc à mesure que ce dernier se prépare pour cet événement exceptionnel. Et bien que je devrais quitter mon poste avant cette échéance, je vous promets que je serai présent pour assister à la Coupe du Monde de 2030. Inch'Allah, vous avez évoqué l'héritage, les intérêts partagés et communs, ainsi que la vision commune de nos deux pays. Cela m'amène à penser à la vision claire de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour un Atlantique élargi. Comment, Monsieur l'ambassadeur Martin, ces récents accords s'inscrivent-ils dans cette vision stratégique et viennent-ils la soutenir ? Tout d'abord, je tiens à souligner la grande joie et l'importance de la relation qui unit nos deux familles royales.
Il est relativement rare en diplomatie d'avoir l'honneur de représenter un royaume respecté au sein d'un autre royaume tout aussi respecté. J'ai eu la chance de vivre cette expérience une fois, et il y a quelque chose de véritablement spécial à ce sujet. On en vient à apprécier profondément le leadership et la continuité d'un monarque inspiré. Je suis particulièrement heureux de pouvoir affirmer que Sa Majesté le roi Mohammed VI et mon propre roi Charles III gouvernent leur pays avec une vision à long terme. Le Royaume-Uni soutient donc pleinement les initiatives du Maroc qui se concentrent sur divers enjeux avec une attention particulière portée sur l'Afrique et l'Atlantique. Il s'agit d'une part de partager l'expérience du Maroc et d'autre part de créer une synergie entre les pays africains qui bordent l'Atlantique. Bien sûr, le Royaume-Uni est également un pays atlantique, mais nous avons également une perspective sur l'Afrique elle-même ainsi que sur le Sahel. Lors du dialogue stratégique, nous avons eu une discussion très fructueuse sur notre intérêt commun pour la sécurité dans cette région et sur le fait que la sécurité sera renforcée par le développement. Le Royaume-Uni considère le Maroc comme un partenaire fondamental dans notre engagement avec l'Afrique. Comme je l'ai mentionné précédemment, mon ministre est particulièrement déterminé à revitaliser les relations du Royaume-Uni avec de nombreux partenaires africains et bien sûr avec le Maroc ainsi que d'autres pays clés du continent. Ce qui me frappe toujours, c'est que, à ma connaissance, le Maroc est le seul pays à distinguer, dans le titre de son ministère des Affaires étrangères, entre les affaires étrangères et les affaires africaines. Cela témoigne de l'importance que le Maroc accorde au continent africain, un sujet qui est également cher au Royaume-Uni. Nous en avons longuement discuté avec nos deux ministres. Comment des projets tels que le futur port de Dakhla s'intègrent-ils dans le cadre plus large du partenariat entre le Royaume-Uni et le Maroc en matière de connectivité et de développement régional? Je souhaiterais commencer par souligner l'incroyable succès du port de Tanger Med, qui en l'espace d'une période relativement courte a exercé une influence considérable sur le commerce mondial. Ce projet, issu de la vision de Sa Majesté, a permis de concrétiser ce qui, il y a encore 20 ans, semblait inimaginable. Je comprends donc parfaitement et j'apprécie la vision selon laquelle, de la même manière que le port de Tanger Med a eu un impact majeur sur le commerce en Méditerranée, le port de Dakhla cherche à concentrer cet impact sur l'Atlantique. Nous sommes impatients de voir cette réussite se concrétiser. Il est évident que de nombreuses étapes doivent encore être franchies avant cela, mais notre priorité est de voir l'ouverture de services de ferry directs entre le Maroc et le Royaume-Uni. Il est probable que ces services débuteront plus au nord, principalement en raison de contraintes logistiques, car il serait difficile d'assurer des rotations fréquentes sur une même ligne. Nous pensons donc qu'il est plus réaliste que ces liaisons partent de Tanger. Cela dit, ce sont des moments cruciaux et c'est une manière de voir le commerce entre nos deux pays se développer de manière tangible. C'est véritablement enthousiasmant et ce serait une expérience remarquable de pouvoir y participer en tant que passager. C'est certain, Inch'Allah. Permettez-moi de conclure sur une note plus personnelle. Monsieur l'ambassadeur Martin, vous avez été nommé ambassadeur de Sa Majesté la Reine Elisabeth II, que son âme repose en paix, auprès du Royaume du Maroc en février 2020. En repensant à votre mandat et aux réalisations accomplies au cours de cette période, quels aspects de votre travail au Maroc êtes-vous le plus fier d'avoir mené à bien?
Vous venez de me rendre quelque peu triste. Ce n'était absolument pas mon intention. Oui, j'en suis bien conscient. Permettez-moi de préciser la première pensée qui m'est venue à l'esprit en évoquant votre question et la réaction extraordinairement chaleureuse et la profonde tristesse que j'ai ressentie de la part des différentes régions du Maroc suite au décès de Sa Majesté la Reine Elisabeth II en 2022. L'afflux de soutien et d'émotion était véritablement poignant. Toutefois, ce qui m'a le plus marqué, c'est le respect inébranlable envers notre monarque. Nous avons été submergés par cette solidarité qui témoigne de la chaleur humaine qui caractérise ce pays. À cette époque de l'année, j'éprouve un grand plaisir à admirer les magnifiques fleurs de jacaranda dans mon jardin. Un jardin qui fut planté en 1980 lors de sa visite d'État à la demande du roi Hassan II. Cela semble incroyable, n'est-ce pas, ce geste d'héritage, un souvenir de Sa Majesté, m'émeut profondément car il symbolise un héritage que nous chérissons. C'est d'ailleurs dans ce sens que nous aimons penser que nous pouvons laisser une petite empreinte derrière nous. Quant à mon expérience au Maroc, j'ai eu le privilège d'y vivre pendant 5 ans, sans jamais m'en éloigner, sauf pour quelques visites familiales. Je trouve ce pays exceptionnellement diversifié. Je ne vois pas pourquoi je partirais ailleurs quand il y a tant à apprécier ici. Chaque recoin du Maroc offre une richesse incroyable. Et où que j'aille, je remarque 2 phénomènes. De plus en plus de personnes souhaitent s'adresser à moi en anglais, ce qui rend mon français un peu paresseux. Mais plus encore, je ressens une réelle admiration pour le Royaume-Uni, souvent manifestée à travers la langue anglaise, et surtout une chaleur humaine incroyable. Combien de fois m'a-t-on dit, quelle que soit la langue, bienvenue, c'est votre pays. C'est une réaction naturelle que l'on ne retrouve pas partout ailleurs, que ce soit dans les grandes villes ou dans les villages reculés du Haut-Atlas. J'ai constaté cette même hospitalité. Les moments les plus mémorables et émouvants de mon séjour ont eu lieu après le séisme d'Al-Haouz en septembre 2023. La réponse de la nation entière à cette tragédie a été tout simplement extraordinaire. La résilience et le stoïcisme des habitants de cette région ont été une véritable leçon pour nous tous. J'ai eu l'honneur de retourner sur place, notamment avec l'équipe de recherche et de sauvetage internationale du Royaume-Uni. Les secouristes, profondément touchés par l'accueil qu'ils ont reçu, ont souhaité revenir pour l'anniversaire du tremblement de terre en organisant une marche sponsorisée et en contribuant au financement de la construction d'une nouvelle école près de Tlet Yacoub. Par ailleurs, j'ai eu l'honneur d'être le parrain de l'association caritative Education for All qui aide les filles des villages les plus reculés du Haut-Atlas à poursuivre leurs études secondaires, une opportunité qui leur est souvent inaccessible. Au moment du tremblement de terre, nous avions 250 jeunes filles logées dans des maisons à proximité de la région d'Al-Haouz, dont certaines ont malheureusement été endommagées ou détruites. Ces maisons sont en reconstruction, mais l'association a trouvé des solutions temporaires pour permettre à ces filles de continuer leurs études. L'un des moments les plus émouvants a été la cérémonie de remise des diplômes à plusieurs jeunes filles qui avaient terminé leur scolarité grâce à ce programme. Chacune m'a dit fièrement : « Je suis la première fille de mon village à aller à l'université. » Ce sentiment de joie et d'accomplissement est indescriptible.
Il m'a fait prendre conscience du pouvoir considérable des femmes marocaines qui sont à l'origine de nombreux changements positifs dans ce pays. Enfin, il est à noter que l'intérêt pour l'enseignement britannique a considérablement augmenté. Actuellement, il existe 8 écoles britanniques au Maroc et d'autres sont en projet. Notre ministre des Affaires étrangères a annoncé que des accords faciliteront l'ouverture de campus universitaires britanniques ici. Nous espérons que cela offrira aux jeunes Marocains davantage d'opportunités de bénéficier d'une éducation britannique sans avoir à quitter le pays. Ainsi, je considère avoir eu la chance de vivre toutes ces expériences au Maroc. En particulier en raison de votre mandat durant lequel le Royaume-Uni a marqué son soutien et s'est aligné sur le plan d'autonomie du Maroc. Vous ne sauriez laisser passer une telle occasion. Il y a donc un aspect essentiel à retenir du Maroc. Quant à votre retour, est-il prévu Je ne manquerai pas de le faire. après le mois d'août? Il est évident que je le dois. Vous allez assurément apprécier interviewer mon successeur, Alex Pinfield, un diplomate d'une grande expérience et d'une compétence remarquable. Je suis convaincu qu'il tombera immédiatement sous le charme du Maroc, tout comme ce fut mon cas. Je vais lui laisser le temps de s'établir, mais je reviendrai. Naturellement, ce sera en tant que simple citoyen, sans titre d'excellence ni passeport diplomatique. Toutefois, je reviendrai assurément. Nous avons tissé de véritables liens d'amitié ici et nous souhaitons revenir régulièrement. Il y a tant à apprécier dans ce pays et de nombreuses personnes avec lesquelles nous continuerons à entretenir des relations. Nous vous exprimons nos sincères remerciements, ambassadeur Simon Martin, pour votre attention. Ce fut un véritable plaisir de vous interviewer en tant qu'ambassadeur à plusieurs reprises. Nous avons eu l'opportunité d'aborder des sujets de grande importance et j'attends avec impatience l'opportunité d'interviewer votre successeur. Je vous remercie. Voilà, c'était Question d'actu spéciale relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.